On va passer aux questions. J'en ai plusieurs là déjà sur Internet. En ce qui concerne la signification à avocat devant le tribunal de commerce, question donc de Guillaume Germain qui nous dit « Une signification par huissier, par la voie du palais, me paraît être la solution pour contourner la difficulté du RPVA. Qu'en pensez-vous » Alors, en fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a deux possibilités. Les notifications entre avocats, c'est une particularité, je me souviens plus de l'article, mais il y a deux façons de le faire, soit par RPVA, effectivement, soit par acte du palais, mais pas par huissier de justice normal. Donc, si vous avez un huissier audiencier, vous pouvez le faire par huissier audiencier, effectivement. Ma difficulté, c'est qu'imaginons que je suis à Paris, que mon dossier, il est à Bordeaux et que l'autre avocat, il soit de Nantes. Je ne sais pas comment je vais faire pour trouver l'huissier audiencier. Il n'y avait pas de possibilité de contre-signer. Alors, pardon. Alors, je vais répéter la question qui n'a pas été entendue, puisque juste les personnes à distance n'entendent pas les questions. Il y a effectivement une troisième méthode, je vous prie de m'excuser de mémoire, je n'ai pas le texte devant les yeux. La troisième façon de signifier, c'est effectivement par remise en main propre, 2 exemplaires avec restitution d'un exemplaire. Je vous indique, je suis sans doute un mauvais avocat, mais si on m'envoie 2 trucs, je ne suis pas sûr que j'en envoie. Vous êtes du coup à la merci. Non mais vous êtes à la merci potentiellement du confrère. Votre vraie difficulté, c'est que vous êtes à la merci du confrère. C'est effectivement un cas. Si vous êtes dans des relations qui sont les relations normales de confraternité, il vous le renverra et vous serez couvert. Mais effectivement, l'autre possibilité, c'est la notification entre confrères, 2 exemplaires, un exemplaire qui retourne signé. Une observation qui nous est donnée également par Internet de Madame Elisabeth Lasseron, qui nous parle de la dispense de représentation pour le représentant de l'État et la question relative aux modalités de communication avec ce représentant de l'État qui n'a pas accès au RPVA et qui nous dit donc ce cas de figure existe déjà devant la Cour d'appel en matière prud'homale, en matière sociale, avec le défenseur syndical, mais les modalités spécifiques de communication sont prévues. Est-ce que ça ne pourrait pas être la même chose ? Oui, effectivement, je pense que rien ne s'oppose à étendre ces règles pour le tribunal judiciaire, mais comme cette personne le souligne très bien, ce n'est pas encore prévu. Je ne sais pas quand la chancellerie compte le faire, je ne sais pas si elle compte le faire, ni comment d'ailleurs, parce qu'effectivement on pourrait imaginer des adaptations, parce que l'État a quand même pas mal de privilèges et on pourrait imaginer vraiment d'autres formules, mais pour moi c'est encore très mystérieux. Rudy, je compléterai si tu veux bien ta réponse. Corinne Bléry, c'est la spécialiste. Donc. On a curieusement 5 avis de la Cour de cassation qui sont inédits, qui ont été rendus par la Chambre commerciale le 1er décembre. Et la Cour de cassation, c'était la question qui était posée en fait à propos d'un représentant de l'État. Donc l'État n'avait pas pris d'avocat. Et l'avis a été posé de savoir comment communiquer avec lui. Et dans ce cas-là, il faut passer par une signification, donc passer par acte d'huissier. Donc si l'État a un avocat RPVA, si l'État n'a pas d'avocat, on est obligé d'utiliser les vieilles méthodes. Alors effectivement, on n'a pas l'équivalent des articles 930 indice 2 et 930 indice 3 concernant le défenseur syndical, mais qui a justement été exclu de la communication par voie électronique, puisque techniquement, il n'a pas accès au RPVA. Il y a une autre possibilité, mais c'est une question que je pose, parce que je n'ai pas eu la réponse. Peut-être que notre magistrate de service, comme elle nous a dit tout à l'heure, Madame Molla, pourra y répondre. Est-ce que Plex ne pourrait pas être utilisé pour cela ? Puisque Plex permet, c'est une plateforme d'échange externe, permet de communiquer avec les avocats, avec les greffiers des tribunaux de commerce. Je sais par exemple qu'il y a des communications de certains actes. Est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé dans cette hypothèse, puisque justement ça permettrait de communiquer avec les douanes, avec les différentes administrations? Je ne sais pas, donc Madame le juge, si vous avez une réponse à cette question. Ça veut dire que c'est le greffe qui gère tout ça, qui ouvre le dossier, qui reçoit, et donc à mon avis, à l'heure actuelle, c'est inenvisageable. Voilà, oui, techniquement, je pense que Plex pourrait servir à ça, mais je pense qu'en l'état des greffes aujourd'hui,
et puis de la nécessité de prendre en main aussi l'outil, hein, et d'être la cheville ouvrière de l'utilisation de Plex, c'est pas envisageable. Alors, une autre question posée également sur Internet à propos d'une procédure en référé expulsion pour la location d'un garage dont le loyer est de 50 € par mois. Quid de la constitution obligatoire, puisqu'il s'agit d'une demande indéterminée, mais d'un contrat qui peut être qualifié d'inférieur à une certaine somme. Alors, il y a deux questions. Un, vous avez les expulsions locatives, et les expulsions locatives, c'est du JCP. Donc la question ne se pose pas, puisque vous êtes sans représentation obligatoire. Enfin, il n'y a pas de représentation obligatoire dans le JCP. Là, c'est un garage. Et donc là, c'est un garage. Oui, et puis tu n'es pas garage, donc tu n'es pas en habitation. OK, bah, du coup, pour moi, ce truc-là, un garage, c'est du droit commun, c'est du TJ, représentation obligatoire. D'accord. Indéterminé, représentation obligatoire. Pas de question. Enfin, pas de question dans ma tête. Attendez, on ne vous entend pas. Micro. La question se pose parce qu'effectivement, le bail sur lequel, à l'origine de la demande d'expulsion, emporte un loyer de 50 €. Donc, est-ce qu'il faut qu'on suppose que la dette née de ce bail a dépassé le taux de ressort, ou est-ce qu'on part du principe que c'est une demande indéterminée fondée sur une obligation dont le montant est inférieur à 10 000 €? Donc je pense qu'il faudrait assortir cette demande de dommages et intérêts de 11 000 €, ce qui permettra de se dispenser de réfléchir à ce point de procédure passionnant. Le problème est réglé. Après, dans ma tête, la demande d'expulsion, c'est pas tellement lié au loyer, parce que en fait, il y a une demande de loyer, mais du coup, le bail a été résilié. Et ce qui est mis en œuvre par la demande d'expulsion, c'est le droit de propriété. Donc en fait, j'ai un bail qui n'existe plus, j'ai une obligation de partir, et l'obligation de partir, elle est liée à mon droit de propriété. Et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, on vous entend pas. Le texte qui définit effectivement les modalités d'application de la représentation obligatoire, il ne fait pas de distinction entre l'importance des obligations. Il renvoie à un référent susceptible de déterminer si oui ou non on considère que la demande est purement indéterminée ou pas. Il ne va pas vous dire selon l'importance des obligations dont vous poursuivez l'exécution. Ce que je veux vous dire, c'est que là, on parle du loyer et on parle de 50 €. Et on dit effectivement, à ce moment-là, il faut calculer et dire que c'est une demande indéterminée, l'expulsion, qui est liée à en fait, l'inexécution d'une obligation de paiement de loyer, qui est peut-être de 1 000 € au total, parce que ça fait 20 mois qu'ils ne payent pas. Mais dans ma tête, hein, c'est juste mon idée, dans ma tête, en fait, le bail a été résilié. Donc ensuite, l'expulsion, ce n'est pas l'exécution d'une obligation de payer le loyer, c'est l'expulsion, c'est l'obligation de déguerpir et de libérer la propriété d'autrui. Et donc pour moi, du coup, mais je suis d'accord que c'est une construction intellectuelle qui est totalement discutable, et je viens de la trouver en 2 secondes, donc elle est d'autant plus discutable. Mais dans ma tête, l'expulsion est liée à la mise en œuvre du droit de propriété qui est par nature indéterminé. En tout cas, ça serait ma réponse, mais effectivement, c'est un vrai problème. En même temps, oui, vous assignez en résiliation du bail et en expulsion. Donc du coup, vous avez le montant de la dette locative qui est inférieur, et vous avez en revanche l'expulsion, et vous assignez en référé, parce que tout le monde assigne en référé, parce qu'il y a toujours urgence à récupérer sa propriété. Donc vous assignez pour moins de 1 000, et du coup, en revanche, je dirais que ma demande d'expulsion est liée en revanche à la conséquence, qui est la récupération de ma propriété, qui est indéterminée. Je suis d'accord que c'est contestable. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Mais nous avons un ancien juge des référés. Micro. Alors, 2 remarques. Le contournement des juridictions par rapport aux référés préventifs, qui sont devenus des requêtes préventives.
parce qu'on ne se voyait pas imposer aux défendeurs, qui étaient donc les riverains d'un projet de promotion immobilière et qui allaient donc subir toutes les nuisances du projet de promotion immobilière, devoir constituer avocat pour pouvoir venir devant le tribunal pour s'entendre dire qu'il y allait avoir ce projet et qu'ils allaient être convoqués par l'expert pour pouvoir faire un état des lieux de leur propriété avant le début des travaux. Donc les juridictions sont passées sur la requête préventive et on rend des ordonnances sur requête, ce qui a un coût moins important d'ailleurs pour le promoteur parce qu'on fait en même temps, il signifie l'ordonnance sur requête avec la possibilité de rétractation devant le juge qui a rendu la décision et on met dans les ordonnances sur requête la date de la première réunion d'expertise. Donc, in fine, c'est finalement plus intéressant pour le promoteur qui n'a pas à faire l'assignation plus la signification de l'ordonnance. Donc, premier contournement des juridictions. Deuxième problématique que moi j'ai eue en tant que juge des référés, c'est l'expulsion des gens du voyage. Expulsion des gens du voyage, on est clairement sur une compétence juge des référés droit commun et pas JCP. Et on est dans le cadre d'une expulsion d'un lieu qui touche à la vie privée et familiale. Donc on est en plein dans la CEDH. Et donc là, on a souvent des gens, alors la plupart du temps ils ne viennent pas. Parfois, ils ont un avocat, mais parfois, ils viennent pour demander des délais. Et qu'est-ce qu'on en fait parce qu'ils nous demandent 15 jours, parce qu'ils sont à côté de l'hôpital et qu'ils ont un membre de leur famille à l'hôpital, parce qu'ils tournent dans une région. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en tant que juge des référés, on ne les écoute pas? Et est-ce qu'on ne leur donne pas de délai? J'ai fait le choix alors, j'ai fait le choix contestable, parce que de retenir leurs paroles, et j'ai motivé sur la CEDH. Estimant qu'on était trop, que ça portait atteinte de façon trop importante à leurs droits. Merci. Juste Donc, sur la requête, est-ce que Rudy, tu veux dire 2 mots là-dessus parce qu'on vient d'avoir une discussion. Parce que moi, le problème que j'ai sur la requête, c'est que la requête, normalement, il faut la justifier. C'est une violation du contradictoire, donc il faut la justifier par une obligation de ne pas assigner les personnes en face, parce que, grosso modo, ça ne peut pas être juste parce que tu veux aller vite. Ça doit être normalement parce que tu ne la trouves pas, parce que tu dois avoir un effet de surprise, etc. Donc moi, ma difficulté avec la position que vous avez, c'est que potentiellement, si en face, j'ai envie d'ennuyer le projet immobilier, je vais me pointer en rétractation en expliquant pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas assigné, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un référé. Vous me connaissez, moi je serais venu. Donc j'ai un léger problème quand même à titre personnel, en tant que professionnel, j'ai un léger problème sur la requête, parce que la requête, c'est un truc que j'utilise avec parcimonie et bonne escience, selon la fameuse expression. Donc... Oui, c'est un vrai problème. Quand je suis partie de Toulouse, ça faisait 1 an et demi qu'on avait mis ça en place, puisqu'on l'a mis en place pendant le confinement. On n'a jamais eu de rétractation, donc voilà. Et c'était quand même beaucoup plus simple à gérer, également pour le greffe, en fait. Donc, globalement, c'était ça. Alors, l'effet pervers, effectivement. Mais jusqu'au jour où, mais je suis tout à fait d'accord que c'est même plus simple potentiellement pour les riverains. Donc, mais voilà, si vous avez un type qui vient, une personne qui vient contester, vous êtes un peu généreuse en tournure. Bon, nous allons passer au thème suivant, mais avant de passer au thème suivant, une observation, simplement, ce n'est pas une question, une observation de Madame Nathalie Drouot sur Internet, qui nous dit pourquoi ne pas convier la chancellerie à ce type de colloque pour que quelqu'un se rende compte des aberrations et horreurs et qui termine quand même son message par « Merci pour ces précieuses interventions sur la représentation obligatoire ».